mes propos vont être à peu près simples en fait parce que je ne suis pas l'experte du financement, mais c'était pour vous illustrer en fait dans le parcours de soins qui est celui de la personne âgée, 3 éléments importants. C'est quoi vieillir? Vieillir, c'est perdre des capacités fonctionnelles de manière progressive. Donc quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. On dit perdre finalement une masse musculaire, avoir des risques cognitifs, avoir des risques de chute. Donc on est déjà à risque de quand on vieillit. C'est un enjeu majeur de santé publique. Et donc il y a ces premiers éléments de compréhension. Deuxième élément, c'est comprendre le vieillissement avec l'enjeu de la fragilité gériatrique. Alors ça vous parle peut-être pas, la spécificité du sujet âgé, c'est d'être fragile. Fragile non pas au sens vulnérable, mais au sens qu'à tout moment, parce que je suis âgé, je peux décompenser en cascade, avec une décompensation, une dégradation de l'état de santé. Donc je suis en train de vieillir et donc j'ai une perte des capacités fonctionnelles de manière progressive et à tout moment, je peux décompenser. Ça, c'est le parcours de tous nos patients qu'on a accompagnés en gériatrie, que ce soit à domicile, dans le sanitaire, dans le médico-social. Et puis un troisième élément de compréhension dans le parcours du patient âgé, c'est l'élément médicamenteux. Aujourd'hui, 15% de l'admission aux urgences sont liés à des événements iatrogènes pour les plus de 60 ans. Ça monte à 20% pour les plus de 80 ans. On a un vrai enjeu non médicamenteux à accomplir. Donc quand on a ces 3 éléments de compréhension, on peut très rapidement mesurer l'enjeu d'intégrer les INM dans les parcours de santé, notamment des patients âgés. Donc, je suis ravie de pouvoir l'aborder avec vous. Alors, on le comprendra mieux avec ce vieillissement physiologique classico-classique, indemne de toute maladie, ce risque gériatrique de décompensation en cascade, le risque iatrogénique, et ça, c'est indemne de toute maladie chronique, le vieillissement classico-classique qui nous attend tous. L'INM a sa place à 3 titres. La première, le premier intérêt de l'INM, c'est de la prévention du risque de chute, par exemple, avec la prescription d'un programme, des séances. Moi, j'aime bien le terme posologie des INM. Quand on met un programme d'intervention, on a une espèce de posologie à l'instar des médicaments. Une posologie avec une méthodologie bien fixe et puis surtout des objectifs en santé. Une INM, on doit fixer les objectifs au préalable. Mon patient est âgé, il a des risques de chute et donc je veux réduire ce risque de chute. Et donc mon objectif en santé, c'est un objectif de prévention. Donc l'INM peut avoir un axe de prévention. L'INM dans le parcours de santé des sujets âgés, c'est un rôle aussi de réhabilitation, et ça c'est parce que c'est des patients dont je m'occupe depuis plus de 15 ans, c'est le patient Alzheimer, et je pense qu'on est plusieurs autour de la table à connaître cette maladie particulière. La maladie d'Alzheimer, je la remercie parce qu'elle permet aux médecins d'avoir beaucoup d'humilité. C'est-à-dire on est en échec face à l'Alzheimer, aujourd'hui on a peu de médicaments, mais surtout, en fait, c'est typiquement des patients qui nous mettent en échec. Et mettre en échec un médecin, ça permet aux médecins d'aller explorer des pistes thérapeutiques. Et donc ça m'a permis très rapidement de m'orienter vers les INM. Donc, INM à destination de la prévention, INM à destination de la réhabilitation, et puis INM à destination du soin pur. Moi, je travaille dans le médico-social. Aujourd'hui, les patients âgés qu'on accueille dans nos EHPAD sont plutôt polypathologiques, avec un accompagnement jusqu'au bout de la vie, de la fin de vie, des pathologies psychiatriques. On a des maladies de Parkinson, donc on a toutes les pathologies liées au vieillissement, mais pas que. Et aujourd'hui, l'INM prend son sens dans les EHPAD, dans l'accompagnement de ces soins de la douleur, de l'anxiété, un symptôme. Et donc, à partir du moment où on a un objectif en santé très clair, on peut proposer un programme d'intervention. La question qui se pose aujourd'hui dans les EHPAD, donc on a avancé je partageais mon enthousiasme, je pense je suis ravie de participer à ce colloque aujourd'hui, mais je suis surtout ravie d'avoir rencontré Grégory dans mon parcours et de se dire que les choses avancent. Aujourd'hui, on travaille sur un référentiel dans les parcours de soins, on travaille sur le référentiel qui nous manque. J'ai oublié de dire en introduction que moi, je dirais pas 2011, les recommandations HAS. Dans le médico-social, on a eu 2008, le plan Alzheimer, qui nous a poussé les PASA, les UHR, et qui nous a poussé finalement à travailler de l'INM. Et à l'époque, on nous a dit, voilà, vous allez faire des interventions non médicamenteuses, sans référentiel, sans aucune formation ad hoc. Et c'est la grosse difficulté aujourd'hui, je pense, qui va s'ouvrir à nous. C'est la question de la formation des professionnels, on l'a abordé tout à l'heure, la question de la formation et pas que, et la question de l'implémentation de ces INM dans nos EHPAD. Aujourd'hui, les EHPAD nous disent que tout est thérapeutique, on en parlait tout à l'heure, faire de la tarte aux pommes, ça devient thérapeutique, d'où l'intérêt de ces sociétés savantes, mais on a cet enjeu de formation et d'implémentation. Et donc, j'ouvre le débat aujourd'hui sur la question du financement et je passe très rapidement parce que je crois que j'ai 6 minutes au lieu de 7. Non, c'est une petite blague. Donc sur la question des financements dans le médico-social, qui est le champ que je connais le plus, je ne suis pas très expert dans le financement. Aujourd'hui, financer de l'INM dans les EHPAD, on a 2 possibilités.
Soit on bénéficiait de dispositifs type PASA, UHR, et donc on a un dispositif, une enveloppe allouée pour faire de l'intervention non médicamenteuse. Pour ça, il faut être Alzheimer. En dehors de l'Alzheimer, on n'en bénéficie pas, donc c'est quand même dramatique. Et en dehors de ça, on a un autre type de financement. Les soins en EHPAD sont financés par le PATHOS. Donc PATHOS, PMP, ça vous parle peut-être, c'est de la technique. En gros, en fait, on fait une cartographie, un état des lieux à un temps T, des problématiques de soins et des soins requis de nos patients. Aujourd'hui, le PATHOS, force est de constater qu'il n'intègre aucunement la prévention, aucunement les interventions non médicamenteuses. Et en fait, on se retrouve dans une espèce de grogne du médico-social en disant tout ce qui donne du sens à notre pratique, qui est celle de l'accompagnement, non pas médicamenteux, mais... Pardon. Tout ce qui donne du sens à nos pratiques dans le médico-social n'est pas valorisé financièrement. Donc il y a un vrai enjeu dans le médico-social demain de revoir ce fameux New Pathos qui n'avance pas depuis 5 ans, mais au-delà de ça, peut-être de questionner des enveloppes ad hoc de prévention, des enveloppes ad hoc d'INM si tenté qu'ils répondent à un référentiel normalisé avec une méthodologie rigoureuse. Voilà, donc c'était au moins l'introduction sur les financements. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que je représente la sécurité sociale qui a été évoquée tout à l'heure et j'espère qu'effectivement un jour la sécurité sociale financera davantage les interventions médicamenteuses. Mais je vais vous apporter un témoignage, faire un petit peu un pas de côté par rapport finalement à des interventions très scientifiques et vous partager avec vous. Donc la CNAV, on est parfaitement identifié, surtout depuis une grosse année, comme étant un acteur qui couvre le risque vieillesse et qui, à ce titre, est en charge du suivi des carrières et du versement, du calcul et du versement des pensions de retraite. Mais ce risque vieillesse, dès l'origine, il prévoyait aussi une mission de prévention des effets du vieillissement dans une approche sociale, puisque finalement, depuis ce matin, on est très dans la réponse déjà très en aval, puisqu'on a beaucoup parlé des interventions non médicamenteuses dans le cadre finalement d'une prise en charge et du système de santé. Or, aujourd'hui, le système de santé, d'abord, vous l'avez dit, il y a un problème de soutenabilité financière sur le soin, sur l'approche biomédicale de la santé, mais de toute façon, la réponse, elle va relever d'une réponse en prévention, puisque la réponse en santé est globalement aujourd'hui plutôt bonne dans notre pays. Et pour autant, il faut constater que quand on regarde l'espérance de vie sans incapacité des Français, elle est mauvaise par rapport à nos voisins européens, alors que l'espérance de vie tout court, elle est excellente, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas bon sur la prévention. Et la prévention, c'est s'adresser à des personnes robustes, c'est s'adresser à des personnes préfragiles, et c'est s'adresser à des personnes fragiles. Les personnes robustes comme les personnes préfragiles, aujourd'hui, les personnes robustes, on a tort de croire qu'elles ne sont pas capables d'être acteurs d'une démarche de prévention de leur santé, de leur parcours de vie et de leur vieillissement, à un moment quand même où, vous ne l'ignorez pas, il y a une transition démographique. Dans les 4 prochaines années, on va avoir une augmentation de 20% des personnes de 75 ans et plus. Est-ce que finalement la promesse qu'on veut faire en termes de vieillissement à ces personnes, c'est de leur dire qu'à partir de grosso modo 67-68 ans, elles vont vivre encore quasiment 20 ans avec de l'incapacité, ou est-ce que c'est finalement de mettre les moyens sur une politique de prévention? Cette politique de prévention, vous avez des personnes robustes comme des personnes très fragiles, finalement, c'est de leur permettre de mettre à leur portée des réponses pour consolider leurs capacités, et des réponses qui ne vont pas se déclencher par une prise en charge, par le soin, par l'approche thérapeutique, biomédicale. Nous, on a une approche sociale du vieillissement, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas de patients, on ne parle pas finalement de la prise en charge, et on pense que le vieillissement, c'est le cumul de plein de déterminants, et de 3 grands déterminants en particulier. Les comportements et les habitudes de vie, donc là on en a beaucoup parlé ce matin, c'est finalement effectivement la prévention en santé, mais c'est aussi les conditions de vie, c'est-à-dire que parler par exemple d'intervention non médicamenteuse ou de prise en charge ou de réponse ou de démarche de prévention à des personnes qui finalement sont dans la précarité financière, qui sont dans l'isolement social,
si vous voulez, ça paraît loin de leur préoccupation. Et c'est aussi l'environnement de vie des personnes. C'est ça le vieillissement. Ça n'est pas que le système de soins, le système de santé. Et c'est ça aussi la prévention, c'est d'agir sur ces différents leviers. La réponse pour les personnes robustes, comme finalement les préfragiles et les fragiles, elle est triple, elle est une réponse en aide, et la sécurité sociale aujourd'hui globalement, elle solvabilise très bien les prestations individuelles, elle solvabilise très bien les réponses en santé, mais elle solvabilise très bien l'accompagnement à domicile, au travers de l'APA, où moi je représente les caisses de retraite, on prend en charge des personnes qui ont de première fragilité dans leur autonomie à domicile, qui au titre de la grille Agir sont 5 et 6, et on solvabilise de l'aide à domicile. Et il y a ensuite ce qui va ressortir des actions de prévention. Les actions de prévention, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, finalement, à ce qu'elles soient adossées sur des actions scientifiquement probantes. Et c'est vrai que je salue, moi aussi, les 10 années consacrées par Monsieur Minot à faire émerger sur le champ de la connaissance scientifique partagée, finalement, des actions scientifiques probantes qu'on peut mettre à disposition des personnes, de l'ensemble des personnes robustes, préfragiles comme fragiles, parce que c'est un élément de réponse, qui est peu coûteux, c'est un élément de réponse qui est humainement et socialement souhaitable, et financièrement aussi, et c'est un élément qui en plus est dans une approche qui est que la personne n'est pas vue comme un patient, mais est vue comme une personne responsable dans sa globalité, dans son parcours de vie, et on met à disposition d'elle-même finalement la réponse. Donc je salue finalement ce premier travail qui est d'avoir réussi à dégager une forme de consensus scientifique sur une connaissance sur ce que sont ces interventions non médicamenteuses, donc finalement des actions de prévention probantes. Vraiment, l'enjeu maintenant, c'est de travailler sur des référentiels et évidemment sur des formations. Et j'ai entendu des questions de professionnels de santé. Si on veut réussir le pari du vieillissement, ça ne peut pas être en réalité le sujet des professionnels de santé. Une personne qui vieillit, son premier point de contact, et quand il s'adresse à son médecin traitant, il le voit bien souvent, pardon parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de médecins dans la salle, par la pathologie. Il vient le voir, il va soigner le symptôme. La réponse sur les interventions non médicamenteuses, les référentiels, comme d'ailleurs les formations, elle doit s'adresser à tout le champ des acteurs qui accompagnent le vieillissement. Aujourd'hui, les acteurs qui accompagnent le vieillissement, ce sont les travailleurs sociaux, ce sont les associations, ce sont les centres sociaux, ce sont les CCAS. C'est ça la porte d'entrée, ne nous trompons pas, pour une personne âgée. Ce sont les collectivités, ce sont la sécurité sociale. Donc, si vous voulez, il faut pouvoir penser une politique de prévention, et une politique de prévention, diffuser une politique de prévention, ça veut dire mettre à disposition de l'ensemble des acteurs de la société civile, donc les travailleurs sociaux, les travailleurs du secteur médico-social. Aujourd'hui, les aides à domicile, les professionnels du domicile sont les personnes qui sont en contact avec les personnes préfragiles et fragiles. Il faut former ces personnes sur la base de référentiels probants. Et enfin, il faut effectivement financer. Pour vous donner quelques points de repère aujourd'hui, il y a des instruments financiers qui existent, puisque depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, que vous, les parlementaires, vous avez adopté, il y a des concours qui sont fléchés vers les actions de prévention. Je regardais, finalement, en 2021, données disponibles, il y a 80 millions d'euros qui ont été mobilisés par les conférences des financeurs pour solvabiliser des actions de prévention. Mais aujourd'hui, on solvabilise des actions de prévention, vous l'avez dit, professeur, on solvabilise des actions de prévention qui vont permettre de l'activité physique adaptée. A priori, on est à peu près sécurisé quand on fait appel à des opérateurs type ciel bleu. Mais en fait, ce qu'il nous faut, c'est des programmes d'activité physique adaptée. Il faut qu'on solvabilise des programmes d'activité. Avant de parler finalement du financement, il faut réellement se dire quelles sont aujourd'hui les actions qu'on peut financer.
On a une proposition de loi qui connaît moult péripéties, mais qui avance pour bâtir la société du bien vieillir, qui parle de programmes nationaux de prévention, qui parle d'un programme ICOP qui vise à repérer et à suivre finalement les capacités que vous évoquiez, vous, madame, dans votre intervention très tôt. Mais une fois qu'on les a évaluées, une fois qu'on a repéré une capacité qui décline et qui est altérée, qu'est-ce qu'on met en place? La réponse n'est pas ni thérapeutique ni médicamenteuse. Elle est bien finalement un programme d'accompagnement. Donc je salue vraiment votre travail. Vous dire qu'il y a des moyens financiers et que je pense que les moyens financiers qu'on pourra dégager, ils seront d'autant plus facilement mobilisables qu'on aura une lisibilité, une visibilité et une mise à disposition de référentiels, de programmes, de formation. Je n'ose pas vous couper parce que si vous annoncez un... Je vais revenir peut-être, Laure-Marie Sanchou, de la Mutualité française, directrice santé. Effectivement, la question qui nous est posée plus particulièrement, et je représente la Mutualité française, je reviendrai quand même sur l'ensemble de ces métiers, c'est celle du financement. Les mutuelles ont notamment été citées plusieurs fois dans les interventions précédentes. Mais avant d'aborder ce point, je pense important de revenir sur ce que le professeur... Nino, ça commence mal. Mentionné tout à l'heure, à savoir quand même un petit élément de constat, puisque effectivement, en matière de gestion du risque santé, puisque j'y reviendrai, on a quand même un système de santé qui fait face à des challenges extrêmement forts. Ça a été dit, on a 35% de la population qui est prise en charge pour une pathologie ou pour un traitement chronique. C'est quand même près de 100 milliards d'euros, une dynamique des dépenses qui est là aussi mise sous tension avec la transition démographique qui vient d'être évoquée, transition épidémiologique également, et des éléments intéressants quand même sur le coût social, par exemple, de l'inactivité physique qui a été chiffré, qui présente les coûts directs, mais aussi indirects, 140 milliards d'euros, ou encore sur la santé mentale, 160 milliards d'euros. Donc ça appelle effectivement à réfléchir sur ce virage préventif. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on y intègre? Sur les parcours de santé, là également, ça a été évoqué, un parcours de santé, c'est pas simplement le temps du cure, c'est le temps avant. Également, et puis cette notion aussi d'interdisciplinarité, de pluriprofessionnel, et ça a été évoqué peut-être dans l'introduction, mais je le redis, c'est aussi la participation des personnes. Et je pense que là, il est important de rappeler que effectivement, cette question qui nous rassemble aujourd'hui, les interventions non médicamenteuses, c'est aussi une chance de pouvoir mieux intégrer, mieux faire participer, mieux faire adhérer aussi les personnes à leur parcours de santé. Alors pour revenir sur la Mutualité française et pourquoi effectivement on s'investit très fortement sur la question des interventions non médicamenteuses, c'est au travers des différents métiers. Parce que effectivement en prévention primaire, promotion de la santé, on est vraiment dans une logique de parcours sur des programmes, d'ailleurs avec la CNAV, pour pouvoir soutenir justement la prévention de la perte d'autonomie. Bien évidemment, les mutuelles au sens complémentaire santé, qui aujourd'hui sont évidemment en partenariat, en cofinancement avec l'assurance maladie obligatoire, mais aussi qui intègrent d'ores et déjà dans leur garantie une couverture d'interventions non médicamenteuses qui sont aujourd'hui essentielles, on l'a dit, l'activité physique, les soins de psychologie, la diététique, et qui pour répondre au mieux aux besoins en fait, de leurs adhérents et aussi pouvoir innover, parce qu'il y a quand même un sujet aussi d'avance de phase, on reviendra peut-être, ça pourrait être une discussion avec le docteur Martin, il y a besoin effectivement de référentiels. Et puis quand même également sur les métiers
d'établissements et services médico-sociaux, parce qu'on a aussi cette logique un peu à 360. C'est comment aujourd'hui, en fait, ces pratiques, ces interventions non médicamenteuses, les professionnels peuvent les intégrer. On a des expérimentations, je reviens sur ICOP par exemple, effectivement, où on a une logique justement très intégrée de savoir comment les professionnels du quotidien interviennent, repèrent, et comment à l'intérieur effectivement d'un parcours de santé, on solvabilise aussi des sortes de paniers en fait, de programmes qui permettent notamment prévention des chutes, etc. Et je crois que c'est extrêmement important de revenir sur ces expérimentations qui aujourd'hui sont quand même un peu, je dirais, le seul moyen d'avoir une réflexion institutionnelle sur la manière dont on intègre ces interventions non médicamenteuses dans le panier de soins qui peut être remboursé aujourd'hui par l'assurance maladie obligatoire et puis parfois par les complémentaires. Sur les mutuelles, assureurs santé, j'y reviens parce que c'est un focus, je pense, que tout le monde attend, puisqu'effectivement aujourd'hui, les mutuelles sont présentes vraiment sur le financement, sur le soutien au développement des interventions non médicamenteuses, encore une fois en innovation, en réponse en fait aux besoins et aux attentes de leurs adhérents, et de gestion du risque. J'y reviens, ça a été dit tout à l'heure, effectivement, sur cette gestion de la sinistralité. Il y a aussi en fait cette question de gestion du risque, la gestion du risque santé, comment on évite qu'une situation s'aggrave, comment on le prévient et par quels moyens. Là, la question qui va se poser pour quand même les mutuelles, c'est comment on aide à leurs décisions pour pouvoir intégrer dans leurs garanties des prises en charge, des programmes. Et c'est là où effectivement tout le travail de référentiel, d'évaluation des interventions non médicamenteuses est indispensable pour qu'elles puissent en sécurité, de manière aussi évidemment éthique, puisqu'on sait que, vous l'avez dit, il y a aussi des dérives possibles. Et je vais être franche, vous avez tous entendu parfois dire que les mutuelles pouvaient prendre en charge, voilà, je vais le dire un peu brutalement, un peu tout et n'importe quoi en matière de pratique, alors qu'on justement on définit de manière non conventionnelle. Eh bien non, il y a vraiment une volonté très forte de pouvoir prendre en charge, intégrer dans les garanties des pratiques scientifiquement validées. C'est une question essentielle pour justement être dans une gestion du risque efficace. Et puis enfin, pour terminer peut-être, justement sur ce cadre de financement un peu sécurisé, au-delà de ce que les complémentaires font déjà et innovent, on le dit, ont vraiment cette capacité à être peut-être en avance de phase. Aujourd'hui, ce qui est posé, c'est aussi la question de l'accessibilité à ces interventions non médicamenteuses, pour qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre. On aussi quand même qu'aujourd'hui, c'est souvent les personnes les plus informées qui ont recours. C'est aussi une question finalement de solvabilisation. Et donc, si on veut vraiment passer à l'échelle, eh bien, ça appelle à un cadre justement concentré de financement, notamment avec l'assurance maladie obligatoire. C'est très clair, je vous remercie beaucoup. Monsieur le sénateur, monsieur Nino Charles-Grégory, mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement être à vos côtés ayant été appelé pour une urgence, une situation assez fréquente pour l'élu que je suis. Je suppose que vous le comprendrez, monsieur le sénateur. J'en suis désolée, car je tenais à apporter mon soutien en tant que présidente à la Fondation, présidente de la Fondation Médéric Alzheimer à la démarche portée par la société savante NPIS, comme nous le faisons depuis sa création. C'est donc à travers la voix de la directrice générale de la FMA, Christine Tabuaca, moi, c'est pour ça que je disais que j'étais marionnette, que je vais donc le faire. Merci pour votre compréhension à tous. Il y a 25 ans, nos fondateurs étaient portés par la volonté d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec des troubles cognitifs en s'appuyant sur les sciences humaines et sociales. Ainsi, une des priorités de la Fondation depuis 25 ans a été de porter un plaidoyer pour un surcroît de recherche en sciences humaines et sociales. Quand on parle de recherche, dans le contexte des maladies neurodégénératives, mais également de toute autre pathologie, on pense spontanément à des chercheurs en blouse blanche,
pencher sur leur microscope pour comprendre le fonctionnement du cerveau ou essayer de mettre au point de nouveaux traitements. Cette recherche biomédicale doit bien entendu être poursuivie, il ne s'agit pas de l'opposer. Elle dispose d'ailleurs de moyens publics et privés significatifs. La conviction de la Fondation Frédéric Alzheimer est qu'en parallèle, il faut investir de manière déterminée et ambitieuse dans une recherche en sciences humaines et sociales, ainsi que dans la recherche psychosociale et médico-sociale. À l'heure actuelle, la recherche en sciences humaines, au sens large, demeure le parent pauvre en termes de financement. C'est d'autant plus regrettable que les sommes à investir, qu'on a estimées de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros par an pendant 10 ans, demeurent modestes à l'échelle des retombées attendues. Cette recherche est porteuse d'innovation sociale. Elle constitue même sa source essentielle que les innovations en procèdent directement ou qu'elles contribuent à expérimenter, mesurer ou modéliser des améliorations concrètes échafaudées de manière pragmatique par des acteurs de terrain. Elle est donc indispensable pour étudier les conséquences de la maladie, anticiper l'évolution des besoins, construire les réponses de demain et en évaluer l'impact. Ainsi, nous sommes persuadés que les interventions non médicamenteuses sont l'une des solutions possibles pour lutter contre l'évolution inéluctable de la maladie, en préservant le plus longtemps possible l'autonomie physique et psychique. Leur impact sur les aidants est également à souligner, et je tiens à rappeler que c'est la journée nationale des aidants aujourd'hui, et qu'à l'instant même, Aurore Berger est en train de présenter sa stratégie nationale, et que nous nous sommes battus, là c'est d'aparté. Je vois que vous prenez des libertés, vous n'êtes pas tout à fait marionnette. Et que la Fondation et d'autres acteurs de terrain ont porté haut et fort le message que les INM étaient indispensables pour les aidants, et malheureusement, elles sont absentes de la stratégie nationale qui est présentée à l'instant. Vous savez que vous êtes très très bonne quand vous ne lisez pas. Ouais, mais je me dois de respecter la parole de la présidente. Dans le cadre des enquêtes menées par l'Observatoire de la FMA auprès des dispositifs d'accompagnement des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer en 2019, la Fondation a fait un état des lieux des INM dans ces établissements. Les résultats montrent qu'au-delà de l'implication de plus en plus élevée des dispositifs dans le déploiement des INM, comme ma voisine me disait tout à l'heure, il existe une très grande diversité d'interventions proposées, allant des activités de loisirs à des activités thérapeutiques, faisant perdre le sens même du terme INM. La lecture des résultats suggère quelques réflexions. Ces interventions sont-elles suffisamment connues ou reconnues par les professionnels et les institutions? La mise en œuvre des INM dépend de ressources et de compétences locales disponibles. N'est-ce pas un problème? Deuxièmement, l'accès à ces interventions. Au-delà des difficultés de transport, il existe également des problèmes de coordination entre les professionnels exerçant en ville et ceux des établissements médicaux et médico-sociaux qui rendent leur accès parfois difficile aux personnes, surtout lorsqu'elles sont à domicile. Troisièmement, évidemment c'est l'objet de la table ronde, le financement. Certaines d'entre elles doivent faire appel à des professionnels spécialisés. Cependant, il n'existe pas de financement réellement dédié à telle ou telle intervention. Elles sont également très souvent pratiquées par des paramédicaux, rééducateurs ou encore psychologues, rendant ainsi leur coût complètement invisible. Mais est-ce que cela laisse entendre que seules les personnes institutionnalisées pourraient avoir accès aux INM? Une discrimination que nous ne pouvons pas accepter. Je vais bientôt. Fidèle à son ADN, la Fondation a dès 2021 fait des interventions non médicamenteuses son cheval de bataille avec la publication d'un guide pratique présentant les 10 interventions non médicamenteuses protocolisées et évaluées quant à leur impact sur les personnes vivant avec des troubles cognitifs. Et je sais qu'un certain nombre de personnes dans la salle l'ont largement utilisé et enrichi. Pour répondre à la question du financement, la Fondation a lancé un appel à projet il y a 2 ans dans l'objectif de passer d'une intervention prometteuse à une intervention probante. Un appel à projet auquel on était très sceptiques sur les résultats. Nous avons plus de 100 dossiers et qui démontre évidemment combien les INM sont devenus incontournables, comment les professionnels se sont appropriés des INM dans le parcours de soins des patients. Cependant, vous vous doutez bien que ce n'est pas avec un appel à projet à 50 000 € chaque année qu'on va réussir à démontrer justement l'efficacité de ces INM. Autant de questions qui restent à ce jour sans réponse de la part des pouvoirs publics, alors même que le dernier plan Alzheimer en avait démontré la nécessité. Lorsque nous interpellons les pouvoirs publics sur cette absence de financement, il nous est très souvent rétorqué que les INM n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Seule l'activité adaptée semble accepter et bénéficier d'un aura plus fort. La feuille de route Amendé 2022 et la nouvelle stratégie nationale Amendé qui se dessine
accordent une trop faible part aux INM et ne permettront nullement leur déploiement, faute de financement alloué, ni de définir un modèle standardisé. Même si nous renforçons nos actions de plaidoyer, nous sommes convaincus que c'est ensemble que nous ferons bouger les lignes. Merci au professeur Nino et à son équipe pour l'énergie déployée depuis plus de 2 ans dans ce sens. Une étape importante est franchie à ce jour et la Fondation est fière d'y être associée. Bravo, bravo. En tout cas, on retiendra de passer de... Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. 5 minutes. Oui, 5 minutes, même peut-être même 4. En quelques mots rapidement, qu'est-ce que c'est l'AIS? C'est parce que je pense que bonne partie d'entre vous ne savent pas ce que c'est et quelles sont nos missions et nos actions. En gros, nous, ça a été annoncé, l'AIS a été annoncé en juin 2021 par le président de la République lors du plan Innovation Santé 2030. Et l'une des missions de l'AIS, c'est vraiment le pilotage du plan santé du plan France 2030. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est vraiment de l'argent investi du coup dans plusieurs verticales à travers nos stratégies d'accélération, que ce soit une stratégie d'accélération santé numérique, de production de médicaments, maladies infectieuses émergentes et menaces nucléaires, RDC, et le plan DM innovant, donc dispositifs médicaux innovants. Donc, on a analysé tout ça, il n'y a pas beaucoup de prévention dedans, il n'y a pas beaucoup d'INM dedans. Pour autant, nous, ce qu'on constate vraiment au quotidien, à travers tous les appels à projets qu'on opère, ou qu'on fait opérer par nos opérateurs, bref, c'est un détail, on a énormément de projets qui sont finalement des INM, ou en tout cas qui en intègrent dans le projet qu'ils veulent faire financer. Et on a un sujet, un souci, ou en tout cas quelque chose auquel le projet porté par la NPIS peut vraiment nous aider. C'est ce côté de comment est-ce qu'on évalue tout ça et comment est-ce qu'on fait pour que en fait, les porteurs de projets, dans les cahiers des charges en fait, auxquels ils répondent, puissent en fait, savoir quels éléments apporter pour l'évaluation de leur projet. On rencontre beaucoup d'innovateurs et d'innovatrices en amont du dépôt de ces projets-là pour les financements. Ils sont là, bon, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dans le dossier finalement, qu'est-ce que vous voulez? Et les cahiers des charges, parce que le retour qui nous est fait régulièrement, c'est que ces cahiers des charges sont souvent assez flou sur comment est-ce qu'on évalue finalement la pertinence du projet, comment est-ce qu'on compare des projets les uns les autres. En fait, il faut savoir aussi que c'est des appels à projets, qui sont compétitifs, donc il y a une forme de comparaison de projets les uns avec les autres, et ce genre de grille standardisée finalement d'évaluation d'INM nous faciliterait grandement la tâche en termes d'évaluation et de comparaison de projets entre eux. Voilà, ça c'est pour le premier aspect. Pour le deuxième aspect, on a déjà entendu beaucoup parler de données probantes. Nous, c'est des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur aussi. Une des lignes directrices qu'on a, c'est vraiment la démonstration de la valeur, la mesure d'impact, appelez-le comme vous voulez, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on démontre qu'une intervention, quelle qu'elle soit, est efficace, efficiente, sur le plan médical, médico-économique, et comment est-ce qu'on fait en fait, pour dérisquer l'investissement dans ce genre d'intervention et de projet. Investissement qui peut être public ou privé, parce que nous, on a aussi un aspect très entrepreneuriat aussi, où derrière, on va des porteurs de projets, entrepreneurs qui vont avoir un projet intéressant. Nous, on a à cœur qu'un investisseur privé puisse prendre le relais aussi, ou qu'un investisseur public le puisse, donc l'assurance maladie. Voilà. On travaille aussi en lien avec, mais ça je pense que Dominique Martin en parlera mieux que moi, c'est tout ce qui est une initiative qu'on suit de près, c'est tout ce qui est Clé 51, qui n'a pas encore été mentionné jusqu'ici, et effectivement qui est plus si récente que ça, mais qui a un très gros engouement et qui permet justement d'évaluer ces innovations organisationnelles qui intègrent beaucoup d'INM justement. Et là, on en est une phase assez cruciale de ce dispositif qui est vraiment, là maintenant qu'on a beaucoup d'interventions qui ont été, d'innovations qui arrivent à terme de leur expérimentation, comment est-ce qu'on fait pour passer à la suite, comment est-ce qu'on fait pour passer à la généralisation de ce genre d'intervention. Donc, et bon, j'en dis pas plus. Il y a des premières interventions qui ont déjà été généralisées et qui sont des INM notamment. Donc voilà. Et puis je pense que j'ai fini ce que je voulais dire. Et puis, merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez bien dit et on aura. Bravo en tout cas. Dominique Martin, c'est à vous. Vous êtes le médecin conseil national, mais on vous a connu
des tas et des tas de fonctions. Et je crois que vous devez regarder tout ça avec effectivement beaucoup d'intérêt. Et également, mais 5 minutes également, ça vous va? Ok, merci. J'ai bien compris que l'assurance maladie était attendue au tournant, donc régulièrement citée. Du coup, je vais quand même rappeler 2 ou 3 choses sur l'assurance maladie. D'abord, rappeler que l'assurance maladie est un opérateur d'aval, important et puissant, certes, mais un opérateur d'aval qui travaille dans un cadre législatif et réglementaire et sur la base de recommandations ou d'avis de la Haute Autorité de Santé. Ça, c'est un cadre qu'il faut bien avoir en tête, c'est important de le savoir. Et deuxième point, rapidement, le cœur du métier de l'assurance maladie, c'est la gestion du risque. La gestion du risque, rapidement, il y a 2 piliers fondamentaux, l'efficience, on peut aussi dire coût-efficacité, et la pertinence. La pertinence, c'est la qualité, la sécurité, la validité, la preuve des actions. Donc c'est ces deux piliers qui doivent fonctionner ensemble et qui constituent la gestion du risque. Dans ce cadre-là, je vais faire un petit contrepoint et parler d'intervention médicamenteuse. Et c'est vrai que du point de vue de la gestion du risque, le médicament pour l'assurance maladie, c'est à la fois évidemment un élément absolument fondamental et important. Par exemple, le médicament sur l'hépatite a radicalement changé la situation, mais c'est aussi évidemment un élément de risque majeur. Alors d'autant plus qu'on est dans un pays où il y a quand même une surconsommation globale de médicaments, pas mal de mésusages. On estime à peu près à 40% la part des prescriptions qui ne sont pas complètement carrées, hein, donc c'est quand même pas tout à fait rien. Et toute la problématique du coût des médicaments, on en a parlé tout à l'heure, du coût direct, mais aussi des coûts indirects à travers la iatrogénie. Donc le médicament, c'est à la fois, et Gore l'a dit, hein, c'est à la fois essentiel, mais c'est aussi du point de vue de la gestion du risque, quelque chose qu'on regarde évidemment particulièrement. Et de ce point de vue-là, les interventions non médicamenteuses, dans une logique de gestion du risque, hein, avec toujours ces 2 appréciations, efficience et pertinence, ont évidemment toute leur place, à condition d'avoir été validées de manière très claire sur les principes de l'evidence-based medicine, hein, donc classique, comme pour tous les produits de santé. L'assurance maladie n'a pas vocation, je ne sais plus si Bruno est encore là, mais à financer le jardinage et la marche nordique, etc. L'assurance maladie, je vais donner des exemples, hein, peut financer et finance d'ores et déjà des interventions non médicamenteuses, mais dans un cadre qui est un cadre établi et fondamentalement un cadre pour lequel il y a des preuves de l'efficacité. Et dans une perspective, bien sûr, et qu'on défend évidemment, de coût-efficacité. Et on a des situations où le coût-efficacité des interventions non médicamenteuses est de toute évidence meilleur que celui des interventions médicamenteuses, outre le fait qu'il y a complémentarité par ailleurs entre les deux approches. Par ailleurs, nous, on voit, et donc l'assurance maladie, vous voyez, est favorable aux interventions non médicamenteuses très largement. Ce qu'on y voit aussi comme intérêt, c'est que ça repose sur des comportements favorables à la santé, et ça rejoint la question de la prévention qui a été évoquée tout à l'heure. Donc il y a un lien évidemment pour l'assurance maladie entre prévention et intervention non médicamenteuse. Il y a un autre avantage très important pour l'assurance maladie, c'est que ça fait du patient un acteur de sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là, l'assurance maladie est en train d'évoluer de manière très significative sur ce sujet-là, notamment dans le cadre des parcours de soins, ou des parcours de santé d'ailleurs, ce qui est qu'il faut impliquer le patient comme acteur de sa propre santé. C'est absolument indispensable. Et de ce point de vue-là, les INM, évidemment, sont un moteur tout à fait important. Et donc, je vais vous donner quelques exemples parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas de difficulté en réalité de financement des interventions non médicamenteuses à partir du moment où on était dans un cadre. Donc, j'ai rappelé le cadre général dans lequel intervient l'assurance maladie, plus le cadre de preuve, hein, le cadre de la pertinence des actions. Et il y a quelques actions qui sont menées par l'assurance maladie et qui démontrent bien qu'on est en train d'avancer sur ce terrain-là, même s'il y a encore évidemment beaucoup de chemin à parcourir. Dans le domaine des interventions psychothérapiques, l'assurance maladie a été précurseur en 2018 avec une expérimentation dans 4 départements
avec des psychothérapies donc prescrites par des médecins généralistes, hein, et c'est une expérimentation qui a bien fonctionné et qui est à l'origine du plan aujourd'hui qui s'appelle Mon soutien psy, qui a permis d'intégrer 200 000 patients avec 2500 psychologues qui sont impliqués et plus d'1 million de séances qui ont été réalisées. Alors, il y a des choses qui sont à revoir. Ce plan, de toute évidence, doit se déployer. Il y a des discussions, bien entendu, sur des questions, y compris de rémunération. Donc, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Il n'empêche qu'en assez peu de temps, ce plan a pris de l'ampleur et l'assurance maladie a été en capacité de financer les psychologues dans le cadre réglementaire qui est le sien, sans empêchement particulier. Donc c'est quelque chose qui est possible. Un autre exemple qui est peut-être moins connu, qui est un programme qui s'appelle Retrouve ton cap. C'est un programme de prévention pour les enfants de 5 à 12 ans qui sont en risque d'obésité. C'est un programme qui est entièrement financé par l'assurance maladie à 100% et qui est déployé depuis le début de cette année et qui est un programme qui est entièrement non médicamenteux, qui s'appuie sur de l'activité physique, sur de l'accompagnement psychologique et sur évidemment de la nutrition, de l'accompagnement dans le domaine de la nutrition, et qui permet d'accompagner ces enfants pour les protéger du risque d'obésité. Et bien sûr, il y a des critères qui permettent d'identifier ce risque, et c'est quelque chose évidemment dont on sait aujourd'hui l'importance. Enfin, l'activité physique adaptée dont on a beaucoup parlé, pour ceux qui ont lu le rapport chargé-produit de l'assurance maladie, qui est un rapport évidemment important de l'assurance maladie, on est évidemment tout à fait favorable à la prise en charge de l'activité physique adaptée, à condition que, effectivement, on ne confonde pas avec du sport, etc., que ce soit bien des programmes avec des cycles de programmes, que tout ça soit parfaitement modélisé d'une part et ensuite parfaitement suivi. Et pour lequel il y aura des évaluations qui seront réalisées. Mais il est évident que l'APA, dans le cadre notamment de la prévention de l'aggravation des cancers et du traitement du diabète de type 2, a démontré son efficacité. On a là-dessus une position de la Haute Autorité de Santé qui est extrêmement claire, et donc on rejoint le schéma que j'ai évoqué tout à l'heure. On a la Haute Autorité de Santé qui dit des choses, l'assurance maladie qui embraye dans le cadre de son rapport chargé-produit, et on va avoir demain, dans cette enceinte même, la discussion dans le cadre du PLFSS, et l'affaire sera bouclée, et c'est une avancée importante, mais effectivement dans un cadre qui est restreint. Et puis, vous avez évoqué les articles 51. Effectivement, l'article 51, donc c'est un cadre juridique dans lequel l'assurance maladie conduit des expérimentations, des dizaines d'expérimentations, et il y a de très nombreuses expérimentations qui intègrent des interventions non médicamenteuses, et effectivement, on arrive à un stade où on va commencer à évaluer de manière assez large, assez massive ces interventions pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et c'est vraiment une pépinière de nouveautés, et on a là évidemment quelque chose qui est une sorte de moteur de l'innovation qui va bien sûr influer sur les axes qui vont être développés dans les années à venir. Donc voilà, je voulais simplement montrer deux choses, ainsi que, un, nous sommes favorables aux interventions non médicamenteuses, pour les raisons que j'ai développées, qui sont propres à l'assurance maladie et à son métier de gestion du risque, que d'ores et déjà nous conduisons des actions, mais qu'il y a un élément qui est absolument fondamental et qui est celui qui est développé par Grégory Nino, c'est le cadre dans lequel cela est fait avec les preuves suffisantes pour financer et utiliser ce type d'intervention. Bravo, merci beaucoup. Je voulais d'abord paraphraser l'assurance maladie. On ne peut pas financer des interventions s'il n'y a pas de recommandation de bonne pratique professionnelle et des protocoles reconnus internationalement. Dans ce contexte-là, cela contraint largement la dynamique de l'État en matière de financement à la fois de professions, mais aussi d'équipes qui interviennent dans le champ de la santé en faisant des interventions non médicamenteuses. L'État est contraint et c'est un aspect majeur.
Ensuite, je reviendrai sur que finançons-nous exactement et comment le finançons-nous. Avec deux exemples, donc les maladies neurodégénératives, et je salue le tour de table que je connais bien, mais un petit pas de côté sur ce que nous avons créé avec l'assurance maladie, les forfaits d'intervention précoce en autisme et troubles du neurodéveloppement, qui donne un bon exemple des contraintes et des difficultés que nous pouvons rencontrer dans le financement d'interventions non médicamenteuses. Sur le premier point, les maladies neurodégénératives, il y a des recommandations de bonne pratique. Donc c'est bien. Ça facilite la décision de financer. Il y en a qui datent de l'ANESM, institut qui a désormais disparu et fusionné avec la HAS, mais qui protocolisait les pôles d'activité et de soins adaptés qui existent dans les EHPAD. Donc ces recommandations existent. Et désormais, au niveau international, ça n'était pas trop le cas en 2011 encore, et la HAS s'en attristait. Il y a des parutions scientifiques qui établissent l'intérêt de l'intervention non médicamenteuse en matière de maladies neurodégénératives. Donc, pour le coup, nous pouvons donc financer. Comment avons-nous financé et qu'avons-nous financé jusqu'à présent? Je me fonde là sur le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales que j'ai co-rédigé avec Louis-Charles Guessa et Nicole Boïc sur les dispositifs spécialisés issus du plan Alzheimer. Nous finançons dans les établissements sociaux et médico-sociaux les PASA, donc des pôles d'activité, et nous avons financé aussi des UHR et des UCC. Donc, qu'avons-nous financé? Nous avons financé des équipes. Nous avons financé des ergothérapeutes, des psychologues au sein des EHPAD avec un objectif de protocolisation de ces interventions. C'est très clair, nous avons financé donc des dispositifs. En ville, nous avons procédé de la même manière. Nous avons financé des équipes spécialisées Alzheimer, ADC et des SIAD. Ces équipes comportent des ergothérapeutes et des psychologues que l'assurance maladie ne peut pas financer autrement puisqu'elle n'a pas de convention nationale avec ces deux professions, l'une étant une profession de santé, l'autre n'en est pas une. Donc il n'y a pas de convention avec l'assurance maladie. Donc les tuyaux de financement sont contraints par l'opérateur qui est l'assurance maladie aussi et par son périmètre d'intervention. Quand il n'y a pas de convention nationale, il faut trouver d'autres tuyaux de financement. Donc deux points, nous avons financé des dispositifs. Nous n'avons pas financé à l'acte, nous n'avons pas financé au forfait. Et ces tuyaux de financement ont un impact. Nous avons développé des dispositifs et évalué des dispositifs dans leur performance et dans leur réussite. Aujourd'hui, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, que j'ai coécrit, souligne que ces dispositifs sont insuffisants au regard du nombre de personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui va arriver dans nos établissements et qui va rester à domicile dans les années à venir. Et donc il faut développer ces dispositifs ou un nouveau mode de financement de ces interventions en ville et dans les établissements et à l'hôpital. Donc nous appelons au développement de ces dispositifs, dans d'autres cas à leur fermeture parce que nous ne trouvons pas qu'ils sont pertinents et performants, mais pour la plupart d'entre eux, nous appelons à leur développement à la fois en ville et à l'hôpital. Je suis déjà en train de dépasser, c'est ça? Non, vous avez encore une minute. C'est encore une minute, super. Alors, premier point. Deuxième point, dans notre évaluation, nous avons quand même constaté qu'il y avait une certaine limite poreuse entre les interventions non médicamenteuses qui étaient protocolisées avec des équipes financées et ce qui se passait dans les EHPAD. On pouvait passer d'une salle à l'autre. Une des salles était animation avec tarte aux pommes. Et on passait dans la salle du PASA où il y avait une tarte aux pommes aussi en cours de préparation. Et nous avons rappelé l'impératif qui était de garder un système protocolisé d'accompagnement individualisé avec les professionnels spécialistes en charge de cet accompagnement, nonobstant le fait que développer l'animation dans le reste de l'EHPAD était très très important, et en particulier pour garder un semblant de rythme
et de domicile pour les personnes. Donc premier point, la nécessité de garder un protocole. Le deuxième point qui est très important, c'est la nécessité de garder une expertise nationale avec la proposition d'un centre national d'expertise que nous avons fait à l'époque, parce qu'il y a un foisonnement d'interventions non médicamenteuses, et la Fondation Médéric l'a pu souligner. Il y a beaucoup d'idées sur le terrain. Nous en avons vu beaucoup, des équipes extrêmement mobilisées, avec un tout petit sujet tout de même, qu'elles nous proposaient un certain nombre d'initiatives qui n'étaient pas évaluées. Donc, qui paraissaient très très intéressantes, mais non évaluées. Avec cette difficulté en retour, c'est doit-on le financer? Comment le finançons-nous? Une minute. Une minute, allez. J'en viens à ce que nous avons fait sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, parce que c'est très important sur ce qu'on disait sur les professions, et j'en ai entendu quelques-unes expliquer leur demande de reconnaissance. Si nous choisissons en tant qu'État et assurance maladie de financer des interventions non médicamenteuses, et même si nous n'en avons pas la définition en matière d'autisme, ça y ressemble quand même beaucoup, il n'y a pas de médicaments inclus, à part pour le TDAH, et ce sont des équipes pluriprofessionnelles. Se pose la question de ce qu'on finance. On finance une pluriprofessionnalité. Alors j'ai froid, donc je vais poser ça, sinon mon ordinateur va tomber. On finance une pluriprofessionnalité. Ce qui est très important, c'est qu'on finance un groupe de professionnels, pas un professionnel qui va intervenir à l'acte, on finance un groupe de professionnels qui va intervenir sur un parcours. Ça rend les choses très compliquées à financer parce que tous les professionnels ont leur calculatrice en tête et vont penser à ce que leur coûte leur séance et que se rapporte leur séance de soins, et c'est tout à fait logique et légitime. Donc il y a un problème de que finançons-nous et comment imposons-nous le financement d'un parcours de soins et non pas d'un acte de soins. Et ça, c'est fondamental. Et le deuxième problème est que ces interventions non médicamenteuses impliquent des professionnels qui ne sont pas conventionnés et qui parfois ne sont pas des professionnels de santé. Les psychologues ne sont pas des professionnels de santé. Alors ça percute beaucoup les discussions. Nous avons eu des discussions absolument productives au moment de la mise en place de ce forfait, des professionnels extrêmement mobilisés, particulièrement au fait des difficultés vécues par les familles et avec une volonté d'avancer, mais ils avaient aussi un certain nombre de difficultés derrière. Pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens, un souhait d'être mieux reconnu et plus reconnu par l'assurance maladie, mais qui ne relevait pas de notre escarcelle à l'époque. Et pour les psychologues, ils étaient traversés par beaucoup plus de sujets, puisqu'eux-mêmes n'étaient pas profession de santé, et se demandaient bien ce que nous attendions en termes d'expertise. Et nous avons dû réglementer sur la notion d'expertise. Pour revenir sur votre pilote d'avion, effectivement, les interventions non médicamenteuses touchent tous les champs de la santé, et des mêmes professionnels peuvent être amenés à intervenir auprès de personnes avec maladies neurodégénératives et auprès de personnes, d'enfants, de tout petits enfants qui ont un autisme ou d'autres troubles du neurodéveloppement. Et dans ces cas-là, l'expertise attendue n'est pas du tout la même. Alors, se pose la question de comment on a l'assurance que l'on finance des soins auprès de personnes qui en ont terriblement besoin et qui vont bénéficier de l'expertise du professionnel. Donc nous avons dû réglementer sur le sujet en matière d'autisme, et je pense que finalement le financement de dispositifs en matière de maladies neurodégénératives a abouti à cela, puisqu'il s'agissait de financer des personnes expertes sur le sujet des maladies neurodégénératives. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.